Marc Lavoine, bonjour. Bonjour Darius. Vous revenez avec un nouvel album, Je descends du singe. On va parler de ça, de vous, chanteur, comédien, aimé du public depuis 20 ans, 30 ans, on compte? Moi j'ai signé mon premier contrat de disque en 82, Ouais. il y a 30 ans. Mais j'ai fait mon premier film à la télévision, Pause Café, j'avais 17 ans ou 18 ans. Il est passé en 81 ou 80, je l'avais enregistré l'année d'avant. 30 ans, 31 Voilà, ans. à peu près. Ouais. Quand vous-même vous réécoutez, alors, sur Nostalgie, sur toutes les radios, vous ne pouvez pas échapper à vous-même en conduisant. Qu'est-ce que vous vous dites? Franchement, ça me fait plutôt plaisir d'entendre Ouais. mes chansons. Les yeux revolver, quand vous entendez les yeux revolver. Si c'était à refaire, je ferais la même chose. Ouais. Je crois que les chansons étaient pas mal. Les albums étaient souvent inégaux. Il y a des albums plus réussis que d'autres. Souvent, j'ai réussi quelques chansons. Quand je fais la liste des chansons que je vais chanter en scène, bien, je m'aperçois qu'il y a quand même 25 chansons connues, disons. Et puis, mais les albums n'étaient pas tous réussis complètement. C'était plus difficile de tenir la longueur sur l'album. Votre signature, c'est votre voix. Vous avez une de ces voix de chanteur que tout le monde reconnaît au premier son. Et elle a changé, elle s'est culottée. La cigarette, j'imagine, ça aide un peu. Alors, je vais arrêter de fumer au mois de décembre. Là. D'accord. Je fais une cure pour ça. Je pense que la voix, de toute façon, change, elle bouge. En revanche, ce qui ne bouge pas, c'est le phrasé. Et ça se fait à l'écriture des textes. À l'écriture des textes, j'essaie de musicaliser les textes, même si j'en fais pas la musique, pour la plupart d'ailleurs. Je fais quelques musiques de temps en temps. Je suis pas un musicien, vraiment. En fait, quand j'entends une chanson que j'ai composée, j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai faite. Et en revanche, quand j'écoute une chanson, même si je n'ai pas écrit le texte, par exemple pour Le Pont Mirabeau, là, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai fait. Alors bon, c'est un peu gonflé de dire ça pour Guillaume Apollinaire, mais c'est vrai que je me sens plus auteur que compositeur, mais en même temps, je compose des textes, c'est-à-dire que je les écris dans une certaine rythmique, parce que je suis sensible aux voix et aux pauses et aux rythmiques de la voix. Les très grandes voix aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça. Franchement, quand on fait un sondage autour de soi, il y a Johnny Hallyday, sans doute. Quand même, il y a des voix. Il y a vous. Il y a Miossec, Aurel San, Ouais. J'entends aussi Lou Doyon, j'entends Calogero, il y a beaucoup de belles voix. Les voix ont des couleurs pour moi. Vous vous souvenez, vous, du moment où, en vous entendant vous-même, vous avez dit « il y a quelque chose ». Alors moi, ça s'est passé quand j'ai enregistré. C'est pas moi qui l'ai d'ailleurs reconnu, qui ai aperçu cette nuance. Moi, je chantais des chansons un peu linéaires, au départ, chez Barclay, aux éditions Barclay, quand j'avais 20 ans, il y a 30 ans. Et je chantais des chansons que j'accompagnais avec ma guitare, et je les passais en audition dans des bureaux. Et je les voyais, les gens, ils me regardaient, ils étaient saoulés. Et puis une femme, Florence Aboulker, a appelé son fils devant moi en disant « Écoute, j'ai un type en face de moi, là. Il a l'air un peu con, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. » Donc il m'a reçu et il m'a enregistré. Et c'est en enregistrant la voix que j'ai pris un micro, qu'on s'est aperçu que quand elle passait dans les enceintes, elle avait quelque chose, une sorte de phase à l'intérieur. Et là, il y a un producteur qui l'a entendu, Pierre-Alain Simon, qui est toujours mon manager depuis 30 ans, qui a décidé de me signer en tant qu'artiste. Votre parcours, vos débuts de chanteur, de comédien, on va y revenir dans un instant, mais d'abord, Je descends du singe, le nouvel album, avec un singe. Alors évidemment, c'est ce qui frappe, d'abord en court-métrage, qui est dedans, petit film. Oui. Première fois que vous jouiez, j'imagine, avec un singe. Oui, la première fois que je rencontrais un singe pour travailler avec Ouais. lui, un singe qui a 15 ans, et dont l'âge mental est de 6 ans. Donc c'est un enfant de 6 ans, ou un adulte de 6 ans. Comment c'est? On dit que c'est très impressionnant de jouer avec un animal comme ça. C'est pas... Impressionnant n'est pas le mot, c'est très émouvant, et c'est surtout, c'est comme quand vous êtes devant un tableau qui vous intéresse, Picasso, vous le regardez, puis à un moment donné, c'est lui qui vous regarde. Et très vite, vous comprenez qu'il faut être là, et cesser d'essayer d'être quelqu'un, ou d'être quelque chose, ou de faire quelque chose, mais simplement être avec lui, et accepter l'espace du temps qui va vous arriver avec lui. Alors lui, il était très précis dans ses marques, c'est un acteur, c'est un véritable acteur, il a une mise en scène, il a un cadre, il travaille dans son cadre. La seule chose qu'on m'ait dite avant de le rencontrer, c'est que j'étais pas sûr de tourner avec lui s'il ne sentait pas, s'il n'avait pas La fibre, avec vous. la fibre avec moi, exactement. Et il l'a eu. Alors il l'a eu, mais il l'a eu, je suis arrivé de profil. Je suis arrivé sans le regarder dans les yeux et sans l'appeler par son prénom. Ouais. C'est quoi son prénom? Kenzie.
et j'ai posé mon visage contre la cage dans laquelle il était au repos. Il faisait très froid, c'était le matin dans le désert. Et donc, il a passé sa main à travers, il m'a caressé. Et là, le coach, enfin son maître, son papa, m'a dit, c'est bon, vous allez pouvoir tourner avec lui. Et ensuite, nous avons vraiment tourné un film ensemble, quoi. Vous racontez ça de manière assez, contact avec le singe, le regard du singe, c'est quelque chose qui n'est pas indifférent, apparemment. Non, parce que ça a toujours été une question très importante dans toute ma vie. Mes parents, mon père était communiste, ma mère était chrétienne. Pour mon père, il n'y avait rien avant, rien après. C'était une force de caractère qu'il avait de croire qu'il n'y avait rien. Donc c'est très fort de ne pas croire, c'est déjà croire en quelque chose. Ma mère, elle, avait une espérance, et pour certaines personnes d'entre nous, la vie, on sait ce que c'est, évidemment, on est là ensemble, mais certains pensent qu'après, il y a autre chose. Ce qui était le cas de ma mère, et ce qui a été mon cas. Assez rapidement, j'ai pas eu le choix. Et donc, cette question m'a toujours poursuivi. Et puis ensuite, je me suis beaucoup intéressé par instinct, à Toumaï, à Lucie, à l'anthropologie, à l'archéologie. J'avais toujours aimé ces gens avec des brosses à dents qui essayent de trouver nos racines. De là, nous sommes. Et puis, ceux qui regardent les étoiles, qui regardent ce grand repas, ce grand festin étoilé, avec ces comètes qui en mangent d'autres, ces étoiles qui se font manger, c'est trop loin, etc. J'ai toujours été attiré par les gens qui traversent des déserts pour aller chercher des fleurs, les gens qui vont sous l'eau pour trouver des tunnels d'eau douce, ou chercher la technique, la théorie des tectoniques, etc. J'ai toujours été très attiré par ça. Et savoir, si on descend du singe... Ces gens-là nous posent même la question, si vous voulez. Ils entendent quelque chose. Ils sentent quelque chose. Et alors, quand vous êtes avec un singe, pendant combien de temps ça a duré? Ça de 6h du matin à 19h. Ouais. Non-stop. En sortant de ça, on est frappé par les ressemblances. Tout le monde, pas que moi, toute l'équipe. On a été suspendus à quelque chose qui nous échappe un peu et qui nous ressemble tant. Mais donc cette idée du chaînon, de la... Voilà, bon, moi j'ai toujours été très ému par ça, parce que j'ignore tellement de choses, et je suis parti de l'ignorance. Et chaque jour, mon ignorance avance un petit peu vers le plaisir d'écouter les autres. Les adieux, c'était comment? Vous êtes quitté comment? Avec votre singe? Écoutez, on ne l'a pas quitté. Ouais. Il est là, il est dans notre film. Je vais sûrement le revoir. Il est sur les affiches, il est sur la pochette. Il fait partie de ma vie aujourd'hui. Et c'est pas une posture, hein, c'est pas du tout une décision marketing ou quoi que ce soit. J'ai écrit cette chanson, elle m'est venue toute seule. Je n'ai absolument pas été la chercher. Elle m'est tombée dessus. Elle a été un peu provoquée par mon compositeur, qui a refusé le premier texte que j'avais écrit sur la musique, parce que nous étions ensemble, et puis il m'a dit non, moi je peux pas, si c'est ça que tu veux chanter, on va faire autre chose. Je l'ai assez mal pris, et puis je me suis mis à travailler, et j'ai laissé l'histoire se raconter elle-même. En tout cas, à l'arrivée, très beau son, très belle photo, cet album Je descends du singe. C'est le combienième album que vous faites? C'est le 11e. Ouais. Il y a une évolution du style Marc Lavoine? Moi, je ne suis pas fou de casser les choses pour évoluer. Ce que j'aime bien, c'est faire toujours la même chose autrement. J'essaie toujours de faire une chaise et de la faire... C'est très difficile de faire une chaise. D'ailleurs, dessiner une chaise, c'est toujours la première épreuve pour un dessinateur ou pour un peintre. Pour un designer aussi, c'est très dur de faire une chaise. Moi, je fais une chaise. Public très varié. Alors, évidemment, on l'a dit 1000 fois, les femmes en priorité. Vous en parlez vous-même assez drôlement. Hein. Vous dites, évidemment, les femmes, c'était le premier public de départ, de votre côté, bel homme, etc. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est trouvé comme ça. Moi, je suis parti du principe très vite que, de toute façon, j'avais pas tellement le choix, parce que j'avais pas choisi de faire chanteur ni d'écrire. Ça m'est tombé dessus. Après, j'ai fait des choix, mais d'être avec vous aujourd'hui, ça, c'est un choix qu'on fait parce qu'on a envie de faire bien les choses et qu'on va là où on sait faire où les gens qui travaillent avec moi savent que je saurais quoi faire avec vous. Et que vous étiez dans les sondages, hein, ces sondages sur... il y avait une question précise, je crois que c'est le JDD qui l'a posée. Avec qui voulez-vous... Féminin, pardon. Avec qui voulez-vous passer une nuit, un week-end ou la vie, hein. Et je crois que c'était Patrick Bruel en numéro 2. J'avais la vie et la nuit, moi. Ouais, pas mal. Et j'arrivais dans les autres sondages assez bien classés aussi. J'étais très heureux. Vous le dites avec beaucoup de drôlerie. Hein. Vous dites dans les premiers concerts, il y avait 70% de femmes, 20% d'homosexuels et puis 10% d'hétéros. Un peu étonnés d'être là. Hein. Non, ils n'étaient pas étonnés. Ils suivaient leur fiancé ou leur femme. Les homosexuels sont toujours à l'origine des tendances. Ouais. Mais ça a toujours été.
Et je suis très heureux d'avoir et d'être toujours soutenu par des gens de goût qui parfois sont d'ailleurs souffrent de discrimination. Et je suis toujours heureux parce que dans ma vie personnelle, Rimbaud ou Genet, Saint-Laurent, tous les gens qui ont bousculé, qui ont résisté et qui ont bousculé, nous ont appris à discerner les choses. Aujourd'hui, le public, de toute façon, c'est beaucoup élargi. Il y a les femmes évidemment. sont toujours les premières. Ce qu'il y a de bien chez les femmes, si vous voulez. Dites-nous ce qu'il y a de bien chez les femmes. Les femmes, elles vont prendre un livre parce qu'elles l'aiment. Ouais. Pas parce qu'il appartient à l'idée qu'on s'en fait. C'est pas parce qu'il n'est pas dans la bibliothèque ou dans la discothèque, parce qu'il faut l'avoir. Nous, les hommes, on n'est pas tout à fait pareil. Les femmes sont vraiment les leaders d'une décision à prendre qui part d'une émotion. Et donc, j'étais très heureux d'être porté par elles. Choisi, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en réalité, c'est un secret que souvent on oublie. Les livres se vendent beaucoup aux femmes, les disques se vendent beaucoup aux femmes. C'est un public qui choisit. Hein. C'est un public qui choisit sans se donner de raison à ça. À le seul désir qui les pousse à aller prendre quelque chose quelque part, et elles prennent l'objet, c'est qu'elles l'aiment. Elles ne se posent pas la question de savoir si c'est à la mode ou pas, s'il faut le faire ou pas, si c'est dans la niche de brancher ou pas. Elles s'en foutent. Là, il y a un livre en particulier que vous vouliez montrer, d'un auteur suisse, Alexandre Jolien. Pourquoi celui-là ? Parce que, écoutez, quand j'ai offert mon disque à Bernard Campan, pendant Le Cœur des Hommes, il a écouté mon disque, et puis il n'a pas su trop quoi me dire sur le disque. Il a aimé, je crois. Et il m'a parlé de lui. Il m'a dit, j'ai un cadeau à te faire, c'est lui. Et la tentative, en tout cas, là où j'en étais quand j'ai fait mon disque, ressemble à un passage du livre d'Alexandre Jolien. Je vais mettre mes lunettes. Ouais, allez-y. Je vais pas faire Pendant le que mot. vous mettez les lunettes, je le rappelle, pour qui ne connaît pas Alexandre Jolien, mais je crois que tout le monde le connaît, auteur suisse, qui est né avec un handicap, Oui. dont on pensait qu'il avait un QI inférieur à la moyenne. Hein. Les psychologues disaient d'abord ça. Il s'est révélé un très grand philosophe. Vous me l'apprenez. Moi, je ne le connaissais pas. Encore une preuve que mon ignorance est un plaisir, puisque j'ai le plaisir de lire. L'étape majeure de ma vie aujourd'hui, c'est apprendre l'abandon. L'abandon, on le verra, n'est pas du tout une résignation. C'est même le contraire. Plus on s'abandonne à l'instant présent, plus nous sommes dans l'action et l'on répond adéquatement à la circonstance de l'existence. Je m'aperçois que je ne dois plus lutter contre l'existence, ni vouloir devenir quelqu'un, juste être là. Et c'est là où j'en étais, moi. Alors, il y a plein de choses. À chaque fois que c'est pour ça que je vous dis l'ignorance est un plaisir. Et du coup, je caresse ce bouquin, je le lis, je rentre à l'intérieur. C'est sorti aux éditions du Seuil. Ça s'appelle Le Petit Traité de l'abandon. Je ne sais pas où je vous montre à vous. On peut acheter Le Petit Traité de l'abandon d'Alexandre Jolien, l'album Je descends du singe de Marc Lavoine. Si on peut acheter les deux, achetez les deux. Allez-y. Si on doit en acheter un des deux, je pense qu'il vaut mieux acheter ça. Parce que je crois que c'est important d'être ensemble et de comprendre que le chagrin, la souffrance, mais la joie peuvent vivre ensemble. Et donc, moi, c'est ce que je ressens en ce moment. C'est ce que je ressens avec vous, ce que j'ai ressenti quand j'ai écrit mes chansons, et c'est sûrement ce que je vais ressentir encore longtemps, j'espère. Parce que c'est la source de nous-mêmes. Marc Lavoine, votre parcours, vous l'avez mentionné vous-même, hein, les parents communistes, ça joue un grand rôle. C'était un petit univers, un père communiste pur et dur. Ça voulait dire quoi ? La fête de l'UMA en France, la mythologie, Aragon. Ça veut dire surtout que mes parents m'ont appris la politique à travers l'art et les mouvements sociaux. Et les artistes qui ont accompagné les mouvements sociaux. Et après, rétrospectivement, j'ai compris que toute la vie avait été faite comme ça. Cordier, le monsieur qui a été le secrétaire de Jean Moulin jusqu'à sa mort, a passé sa vie ensuite à se reconstruire à travers l'art, du buffet, du chant jusqu'à Mapplethorpe. Il vient d'offrir 1200 œuvres à Beaubourg. Il a passé sa vie à éclairer ces gens-là. Dans l'ambiance de votre jeunesse, ça voulait dire quoi ? Je veux dire, à table le soir, les sorties du dimanche, réunion de cellules communistes. Collage d'affiches, programme commun. Alors, c'est pour ça. À cette époque-là, vous y croyiez fort, vous-même. Ah, mais moi, j'étais dans un mouvement. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'était. Tout ce qui était artistique m'intéressait, et tout ce qui était
humain m'intéressait. Mais ça m'intéresse toujours aujourd'hui, quand je vais au papotin chez mes amis autistes ou quand je vais dans les meetings de la CGT pour rencontrer les gens qui sont mes parents, qui sont des morceaux de mes parents. C'est pour ça que je suis là. Je veux dire, je ne fais pas de différence. Alors, j'emmène pas les caméras avec moi, parce que je trouve ça inutile et je pense que l'instant n'a pas d'importance. C'est la durée dans le temps qui s'inscrit qui est importante pour moi. Vous racontez des choses touchantes, même à l'enterrement de votre père. Hein. Je crois qu'il y a un enterrement communiste. C'était pas un enterrement. Non, c'était pas un enterrement communiste, mais c'était un enterrement païen, disons, athée, avec une femme qui essayait de lire des poèmes d'Aragon, interrompue par les avions qui décollaient d'Orly toutes les 2 minutes, même pas toutes les 2 minutes, il y en avait tout le temps ce matin-là. La pluie qui tombait, et puis il y avait des fleurs et des couronnes, celle du cœur des hommes, des amis, et puis est arrivée la couronne à notre camarade Lucien Laouane, Parti communiste français. C'est vrai que j'étais dans un film, là, des années 70, et je me retrouvais... Pablo Neruda ou tous ces gens, Victor Aja, tout ce que les gens qui m'ont apporté mon père, et puis Trintignant, tous les gens que mon père et ma mère aimaient, Dullin, Molière, Jean Vilar. Pour moi, le communisme, c'était pas du tout... je connaissais pas le communisme. Ce que je connaissais du communisme, c'était l'humanité des gens, et l'humanité que je vendais le dimanche, mais l'humanité des gens qui étaient autour de moi, que je voyais avec mon regard d'enfant, et puis les artistes qui déroulaient l'histoire. Vous êtes parti de la maison assez tôt, hein, de la maison familiale, 15 ans et demi. Pourquoi ? Parce que j'ai vu un film d'Ariane Mouchkine qui s'appelait Molière, avec Philippe Cobert, et j'écrivais déjà des textes grâce à mon professeur de français, Gérard Cadet. Mais là, il a dit à ses parents, à table, je veux être acteur. Et par mimétisme, j'ai dit, moi aussi, c'est vrai. J'aimais Jacqueline Maillan, j'aimais Pierre Mondy, j'aimais Paul Meurice, j'aimais Lino Ventura, Trintignant, Chabrol, Victor Gassman, j'aimais tout ça. J'aimais aussi les Chiens de Pipe, Sam Peckinpah, j'aimais beaucoup le cinéma et le théâtre, surtout le théâtre. J'ai dit pareil, j'ai dit je veux faire acteur. Et vous partez, à 15 ans. Et ils m'ont dit d'accord, mais il faut que tu trouves un job et que tu payes ta chambre, parce qu'on n'a pas d'argent. Et donc, il faut que tu te débrouilles. Et donc, j'ai trouvé d'abord un cours de théâtre, une compagnie. Et dans cette compagnie, j'ai trouvé une dame, j'ai rencontré une femme, Colette, qui avait un poste à l'Olympia. Et elle m'a dit, il y a un type qui va partir, est-ce que tu veux le remplacer? Et donc, j'ai commencé. C'était génial. Ouvreur, hein, vous êtes ouvreur à l'Olympia, donc ça veut dire quoi, là? On prend les billets, on place les gens? C'est plus que ça. Ouvreur, c'est celui qui, si on veut, celui qui va trouver sa place à l'intérieur d'un spectacle. C'est-à-dire être invisible, mais en même temps être au service. Donc, apporter les gens, à les amener jusqu'à leur fauteuil. Et quand la lumière s'éteint, que le spectacle commence, il faut s'occuper des retardataires. Donc, respecter le public qui écoute la chanson. Ah oui, donc, avec la petite lampe de poche. la fin de la chanson. Vendre des esquimaux à la mi-temps, compter les pièces à la sortie. Moi mon rôle... Vous avez aimé ça? Ce que j'ai préféré dans tout ça, c'est 2 choses. La première chose, c'était de tendre la main. Être payé au pourboire. Je trouvais ça très instructif parce que l'exigence du travail, c'est l'humilité. Et la deuxième chose que j'aimais, c'était demander à l'artiste si ça ne le dérangeait pas que je vienne à la répétition et m'installer au fond de la salle. Ça, c'était pour moi un poste d'observation majeur de voir ce qui se passait avant qu'un homme rentre en scène ou une femme pour être plus grand qu'elle. Toute la préparation, tout le travail qu'il y avait pour faire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ça, c'était pour moi mes études. Et ça, puis, c'est des moments, extraordinaires, parce que vous avez vu, je crois, Aznavour, Reggiani, Montand. Ouais. Peter Gabriel, Téléphone, Nina Hagen, Ginger Rogers, Jerry Lewis, et Nougaro, etc. C'est une école extraordinaire. Vous êtes petit ouvreur et puis vous les regardez. Hein. Ça continuait l'imprimerie où j'étais en bleu de travail. Ça continuait ce passage. Et j'étais donc, moi, un type avec un costume un peu animé, comme ça, avec ce petit nœud papillon, cette petite pochette pour placer les gens. Et en même temps, j'avais un rapport avec tout ce théâtre qui est un grand bateau. Et puis cette programmation qui était quand même défendue par une famille. Je suis rentré quand M. Cocatrix est mort. Et il y avait, en même temps,
l'âme de ce monsieur et la vie entière de ce monsieur dans ce théâtre, et puis dans Paulette, et dans Patricia, et dans Michel Boris. Et puis, il y avait Doudou aux lumières, il y avait Marcel au rideau, il y avait Marilyn qui vendait des sandwichs. Et là, il y avait Jacques Dutronc, j'ai vu passer Françoise Hardy, j'ai vu Barbara assise par terre. Dans ces grands artistes, il y a eu des déceptions, j'imagine. Hein. Il y a des salauds, il y a des mauvaises langues, il y a des quoi. Vous avez été déçus parfois, non? Avant de croiser un con, on croise quand même des centaines et des centaines de gens bien, Ouais. mais dans tous les milieux. Qui vous a plu vraiment? Tous ceux que j'ai approchés, que ce soit Souchon, William Scheller, puis les contemporains, Étienne Dao par exemple. Gainsbourg, vous avez des Catherine mots Ringer. très doux sur Gainsbourg. Hein. Ah bah Gainsbourg, moi j'ai eu la chance après l'Olympia de signer en 82 dans une maison qui était tenue par un monsieur qui s'appelait Jacques Caillard. Là je viens de signer avec son fils 30 ans plus tard, qui tient le label Barclay, mais lui, alors il s'occupait de Brassens, de Barbara, de Ferré, il y avait Gainsbourg, il y avait Birkin, il y avait Hallyday, il y avait Eddie Mitchell, il y en avait partout. Et donc si vous voulez, pour un type de 20 ans, bon la vie était plus simple à l'époque, il y avait du travail. Mais pour un type de 20 ans qui vient de banlieue, moi j'ai grandi entre Orly, Rungis et Fresnes, vous voyez, dans un petit... Mes racines, elles sont là, moi. Et donc, d'arriver là, de vivre avec des gens qui m'avaient appris à discerner le monde, moi j'ai placé Aragon. Quand j'ai placé Aragon, ou Grace Kelly, ou Bernard Blier, quand j'ai vu Bernard Blier et Simone Signoret, j'étais dans le cœur, alors j'étais rien, j'étais invisible, mais je voyais tout. Et j'étais très heureux. Et je suis d'une nature heureuse. Aujourd'hui, vous êtes dans l'autre rôle. Hein. Il y a sans doute des jeunes qui vous regardent quand vous êtes sur scène, ou, qui vous écoutent. Si vous étiez à leur place, vous vous diriez quoi? Ah ben je ne sais pas, je ne suis pas à leur place. Mais en tout cas, je suis attentif aux gens en devenir. Ça m'est arrivé d'écouter quelqu'un, et puis je n'aime pas le mot aider, parce qu'on n'aide pas les gens. En tout cas, les aider à être eux, ou leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent, eux, travailler pour être ce qu'ils ont envie de devenir, ou pour être ce qu'ils sont déjà, et que personne ne sait. Ça, j'aime beaucoup, essayer de trouver les passerelles pour les autres. Marc Lavoine, merci. Je descends du singe, votre fini. Aldo, et oui, c'est fini, ça passe va très, vite. très vite Ah, chez vous. c'est bon signe. Merci. Et Merci, puis vous serez Marie. aussi en Suisse, en concert, en juin 2013, mais Tout à fait, déjà. à l'Arena. Merci beaucoup Marc Lavoine. C'est moi qui vous Merci, remercie merci infiniment. beaucoup, À c'est très très bientôt. gentil. Merci.